26 janvier 1945, Holtzwihr, France. Un soldat allemand de la 2e division de montagne regardait par la fenêtre du poste de secours pendant que les médecins transportaient les blessés. Son unité venait d'attaquer avec 250 hommes et 6 chars contre un locataire de gauche américain debout sur un chasseur de chars en feu. L'Américain avait une mitrailleuse. En 1 heure, la force allemande fut réduite à 70 soldats effectifs. Les survivants ne pouvaient parler que de l'arme qui les avait arrêtés. Il ne s'agissait pas d'une arme secrète, ni d'une merveille technologique née dans les laboratoires allemands, mais d'une simple mitrailleuse américaine sortie des chaînes de production en 1933. Pourtant, cette arme, la mitrailleuse lourde Browning de calibre M250, allait devenir l'équipement le plus redouté de l'arsenal américain. Non pas à cause de sa complexité, mais à cause de son efficacité brutale et implacable. Les survivants allemands venaient d'assister à ce qui allait devenir l'un des engagements les plus légendaires de l'histoire militaire américaine. Le premier lieutenant Audie Murphy, blessé et seul, était monté à bord d'un chasseur de chars M10 en feu et avait tourné sa mitrailleuse de calibre 50 montée sur tourelle sur toute une compagnie d'infanterie allemande soutenue par des blindés. Pendant plus d'1 heure, Murphy a tiré avec son arme avec un effet si dévastateur que l'attaque allemande s'est tout simplement désintégrée. La citation officielle de la médaille d'honneur décernée par le lieutenant-général Alexander Patch le 2 juin 1945 a confirmé que Murphy avait infligé environ 50 victimes à la force attaquante. Les blessures causées par des impacts de calibre 50 sont devenues sinistrement familières au personnel médical allemand. Contrairement aux cartouches de fusil qui pouvaient blesser et permettre la récupération, les projectiles de calibre 50 provoquaient des dommages tissulaires catastrophiques. Le transfert massif d'énergie cinétique signifiait qu'un coup porté à un membre entraînait souvent une amputation. Un coup au torse était presque invariablement mortel. Les hôpitaux de campagne allemands proches du front ont appris à reconnaître les blessés de calibre 50 par la nature de leurs blessures. Le personnel médical ne pouvait pas faire grand-chose à part apporter du réconfort et tenter de stabiliser les patients en vue de leur évacuation. De nombreux blessés ne sont jamais parvenus aux hôpitaux de campagne. L'impact médical s'est étendu au-delà des victimes directes. Les unités allemandes qui ont subi des tirs soutenus de calibre 50 ont subi des pertes psychologiques, un épuisement au combat et une rupture de la cohésion de l'unité à des taux plus élevés que les unités qui ont fait face à des tirs d'armes légères conventionnelles. Les médecins ont noté que les soldats qui avaient été soumis à des attaques répétées de calibre 50, même s'ils n'étaient pas physiquement blessés, montraient des signes de stress et de fatigue au combat. Le fait de savoir qu'on ne pourrait pas survivre à la prochaine explosion de feu en se mettant à couvert, que la chance plutôt que la compétence dépendait de la survie créait un sentiment d'impuissance qui était médicalement et militairement significatif. Mais l'action Holtzwihr n'était pas un incident isolé. Du bocage de Normandie aux forêts gelées de l'Ardent, des déserts d'Afrique du Nord aux cieux du Reich lui-même, les soldats allemands ont appris à reconnaître et à craindre un son distinctif. Le tonnerre rythmé et profond du M2 Browning, tirant entre 450 et 575 coups par minute. Chaque obus massif de calibre 50 transporte suffisamment d'énergie pour percer des armures légères, déchirer le béton et transformer des corps humains en épaves méconnaissables. La transformation du scepticisme en terreur avait commencé 3 ans plus tôt. Les mathématiques de la puissance industrielle américaine étaient sur le point de s'écrire non pas dans les statistiques de production, mais dans l'expérience des soldats allemands qui ont affronté cette arme et ont survécu pour en parler. Ce qu'ils ont découvert allait bouleverser leur compréhension de la guerre moderne et révéler une vérité profonde sur la doctrine militaire américaine. Les États-Unis n'avaient pas construit la mitrailleuse lourde la plus sophistiquée. Ils avaient construit quelque chose de bien plus dangereux. Ils avaient construit l'arme servie par les équipages la plus fiable, la plus omniprésente et la plus dévastatrice psychologiquement de l'histoire. La haine n'a pas commencé par la peur, mais par le mépris. 6 septembre 1943. Le ciel de Stuttgart. 388 forteresses volantes B-17 se sont approchées du cœur industriel allemand lors du premier grand raid de jour sur la ville. Les unités de chasse de la Luftwaffe se sont précipitées pour l'intercepter. Parmi eux se trouvaient des vétérans qui avaient abattu des dizaines d'avions alliés en 2 ans de combat. Ils avaient confiance en leur avion Foley Wolf 190, armés chacun de 4 canons de 20 mm et de 2 mitrailleuses de 13 mm. Les pilotes allemands se lancent dans leurs attaques depuis le haut et vers l'avant, doctrine standard pour intercepter les poids lourds américains. À 800 mètres, ils ouvrent le feu. Les canons tonnaient et les obus se dirigeaient vers les bombardiers de tête. Puis quelque chose s'est produit qui allait changer à jamais la compréhension allemande du combat aérien. Les bombardiers ont éclaté de feu. Pas la fumée d'un avion endommagé, mais des éclairs de bouche. Chaque B-7 transportait 13 mitrailleuses Browning M2.
Une formation typique de 36 bombardiers équivalait à 468 mitrailleuses lourdes. Tous tirent la même cartouche de mitrailleuse Browning de calibre 50 qui pourrait atteindre 183 m avec effet mortel. La puissance de feu défensive combinée de la formation dépassait les 6000 coups par minute, créant un mur d'acier qu'aucun combattant ne pouvait pénétrer en toute sécurité. Les chasseurs allemands ont senti leur avion frémir lorsque des obus de calibre 50 ont déchiré les ailes, les capots moteurs et les verrières. Ils ont interrompu leurs attaques et ont plongé avec des avions traînant de la fumée et du liquide hydraulique. Le raid a coûté très cher à la Luftwaffe. 45 B-17 sont perdus, mais les pertes des chasseurs allemands sont catastrophiques pour les unités qui ne peuvent plus remplacer les pilotes expérimentés. Ce que les pilotes allemands ne comprenaient pas encore, c'est qu'ils étaient confrontés non seulement à une arme, mais à une philosophie de guerre. Les Américains avaient résolu le problème de la défense des bombardiers, non pas grâce à une technologie sophistiquée, mais grâce à un volume de tir écrasant. Chaque B-17G transportait entre 5000 et 7000 cartouches de calibre 50 réparties sur 13 positions de canon, certains équipages ajoutant des munitions supplémentaires au-delà des réglementations. Les pilotes de la Luftwaffe avaient été formés au respect des canons de 20 mm et 30 mm car ces armes pouvaient détruire un bombardier d'un seul coup bien placé. Ils avaient appris à craindre les obus explosifs qui explosaient au contact, mais le calibre 50 américain n'explosait pas. Ce n'était pas nécessaire. Le projectile massif d'un demi-diamètre, pesant 707 grains, se déplaçant à 2900 pieds par personne, transportant 12 000 pieds-livres d'énergie initiale, a simplement percé des trous dans tout ce qu'il touchait. Ailes, moteur, réservoir de carburant, pilote. En octobre 1943, les unités de chasse de la Luftwaffe commençaient à comprendre le véritable danger. Elwad Heinrich Wormela, AO 93 victoires, a décrit les formations de bombardiers américaines dans une lettre adressée à sa famille. Attaquer les Américains, c'est traverser une tempête d'acier. Vous voyez les traceurs, un coup sur 5, et vous savez que pour chaque traceur que vous voyez, 4 balles supplémentaires que vous ne pouvez pas voir passent. Lorsque vous vous approchez de la portée effective des canons, vous êtes déjà dans leur zone de mise à mort. Les Allemands adaptèrent leur tactique. Ils ont tenté des attaques frontales, plongeant par le haut, grimpant par le bas, attaquant par les côtés. Rien n'a fonctionné de manière cohérente. Les artilleurs américains avaient des champs de tir qui se chevauchaient. Si vous veniez de devant, les canons de nez et la tourelle supérieure s'engageraient. De derrière, les canons de queue et la tourelle à billes. Sur les côtés, les pistolets à la taille. D'en haut d'en bas, la tourelle à billes et la tourelle supérieure. Il n'y avait aucune approche sûre. L'armée de l'air américaine avait disposé ses formations de combat de 18 à 21 avions dans un espace tridimensionnel spécifiquement pour maximiser les champs de tir défensifs qui se chevauchent. Mais la véritable horreur n'était pas l'ampleur du feu. C'était la fiabilité. Les pilotes allemands pilotant le Mi-109 ou le F-190 savaient que leurs canons étaient sujets au brouillage, surtout dans l'air froid à haute altitude. La mitrailleuse allemande MG13 même était meilleure, mais elle nécessitait néanmoins un entretien minutieux et tombait en panne au moment critique. L'américain Browning M2, en revanche, a tout simplement fonctionné. Il a tiré en continu pendant des heures. Il fonctionnait à des températures allant de -40 à +40 C. Il a fonctionné après avoir été touché par des tirs de canons allemands. Il a continué à tirer même lorsque les canons devenaient rouges à cause de tirs soutenus. Les équipes de maintenance américaines remplaceraient les canons surchauffés en quelques minutes, et non en quelques heures, et le canon reprendrait le tir sans perdre un instant. Lieutenant Wolfgang Fischer, un pilote de J-88 qui a effectué des missions d'interception de bombardiers au-dessus du Reich, a survécu à la guerre pour témoigner lors des débriefings de la Luftwaffe d'après-guerre. Ses paroles, enregistrées en mars 1946, témoignent d'une prise de conscience croissante parmi les équipages aériens allemands. Nous appelions les formations de bombardiers américaines d'Iflégendon faisingant les forteresses volantes. Mais ce qui en faisait de véritables forteresses n'était pas leur armure ou leur discipline de formation. Ce sont ces mitrailleuses de calibre 50 qui n'ont jamais cessé de tirer, ne se sont jamais enrayées, ne nous ont jamais donné d'ouverture. Nous avons perdu tellement de pilotes, non pas à cause des chasseurs américains, mais à cause des tirs défensifs des bombardiers. C'était comme voler dans un hachoir à viande. La guerre terrestre racontait la même histoire avec des détails différents. 6 juin 1944, Normandie. August Hans von Luck commandait des éléments de la 21e division Panza se défendant contre l'invasion alliée. Von Luck n'était pas un officier ordinaire. Il avait combattu à Ellamagne,
avait obtenu la croix de chevalier et publierait plus tard ses mémoires acclamés, Panzer commandé. Sa division fut parmi les premières unités allemandes à affronter les forces américaines dans un combat terrestre soutenu. Ce que von Luck découvrit, c'est que la doctrine américaine avait placé la mitrailleuse de calibre 50 sur pratiquement tous les véhicules de combat. Des jeeps les montaient, des camions les montaient, des half-tracks les montaient, des chars les montaient sur les toits des tourelles, des chasseurs de chars les montaient, même des véhicules de ravitaillement les transportaient pour la protection des convois. Les Américains ont réalisé quelque chose que les Allemands n'avaient jamais tenté. Couverture universelle des mitrailleuses lourdes sur l'ensemble de leur structure de force. Von Luck a écrit dans ses mémoires sur les implications tactiques. On nous avait dit que notre formation et notre doctrine tactique seraient supérieures à certains avantages matériels américains. En Normandie, j'ai appris la vérité. Les Américains n'avaient pas besoin de tactique supérieure. Ils avaient suffisamment de munitions pour commettre des erreurs et quand même gagner. Leurs mitrailleuses de calibre 50 étaient sur chaque véhicule, dans chaque position, tirant en continu. Nous ne pouvions pas bouger de jour. Toute tentative de manœuvre provoquait un feu immédiat et écrasant. L'effet psychologique a été aussi destructeur que les pertes physiques. L'armée allemande avait bâti sa doctrine d'infanterie autour de la mitrailleuse. La MG-34 et son successeur, la MG-42, étaient d'excellentes armes. La MG-42 tirait à 1200 coups par minute, ce qui lui a valu le surnom de scie circulaire d'Hitler de la part des soldats alliés qui entendaient son son distinctif. Les escouades allemandes transportaient 1800 cartouches par mitrailleuse et organisaient leur tactique autour du soutien à l'équipage des canonnières. Le concept appelé Machine and Go Denet ou mitrailleuse polyvalente sera plus tard adopté par les forces de l'OTAN parce qu'il était tactiquement solide. Mais les Allemands n'avaient jamais imaginé l'ampleur de l'emploi américain de calibre 50. Une seule division blindée américaine avançant à travers la France disposerait de centaines de mitrailleuses de calibre 50 montées sur des véhicules. Les convois de ravitaillement américains utilisaient un schéma documenté de tirs alternés. Un véhicule tirant à droite, le suivant tirant à gauche pour couvrir les deux flancs et briser les embuscades allemandes. Cette tactique était particulièrement efficace contre les équipes de Panzer FA tentant d'engager des blindés américains à courte portée. Les colonnes blindées américaines employaient ce qu'elles appelaient la reconnaissance par le feu. Plutôt que d'avancer prudemment et d'attendre que l'ennemi révèle ses positions, les unités américaines tiraient continuellement avec leurs mitrailleuses de calibre 50 sur n'importe quel endroit suspect. Limites d'arbres, bâtiments de ferme, murs en pierre, haies. L'ampleur des tirs supprimerait les positions allemandes cachées ou provoquerait des tirs de riposte révélant leur emplacement. Cette tactique largement documentée dans des sources primaires, notamment les tactiques de chars de la Normandie à Rennes par Roman Jerry-Moach, a conduit les soldats allemands à la distraction. Les vétérans de l'infanterie allemande du front de l'Est pensaient avoir connu la pire guerre industrielle contre les soviétiques. Puis ils se sont heurtés à la doctrine américaine en matière de puissance de feu en France. Les chefs d'escouade allemands qui ont survécu au combat en Normandie et ont été faits prisonniers ont décrit la différence dans leur débriefing conservé dans les dossiers historiques des divisions de l'armée américaine. Contre les Russes, nous avons fait face à des attaques de vagues humaines et de barges d'artillerie. Contre les Américains, nous avons fait face à des tirs de mitrailleuses qui ne se sont jamais arrêtés. Ils ont tiré sur tout. Ils ont tiré sur rien. Ils ont tiré pour nous faire baisser la tête. Ils ont tiré pour nous empêcher de bouger. Ils ont tiré parce qu'ils disposaient de munitions illimitées et pas nous. Après 2 semaines de combat contre les Américains dans la Cache Bay, les soldats ne quittaient pas leur abri pendant la journée. Ce n'était pas de la lâcheté. C'était des mathématiques. Le mouvement signifiait la mort. L'affût motorisé à canon multiple M16 démontrait la philosophie américaine en matière de puissance de feu dans sa forme la plus extrême. Il s'agissait d'un half-track montant des mitrailleuses de calibre 450 dans une tourelle motorisée conçue à l'origine pour la défense anti-aérienne. La cadence de tir combiné approchait les 2200 coups par minute. Les soldats américains l'appelaient le hachoir à viande ou la tondeuse à crocs. Les rapports officiels du 473e bataillon AA de novembre 1944 indiquaient que la mission principale de l'avion anti-aérien semi-chenillé M16 devenait souvent sa mission secondaire et qu'il était plutôt utilisé contre les troupes terrestres. À la fin de 1944, la Luftwaffe avait été largement vaincue en Europe occidentale. Les unités anti-aériennes américaines se sont retrouvées réaffectées à des opérations de soutien au sol. Le M16 s'est révélé d'une efficacité dévastatrice contre l'infanterie et les véhicules légers allemands. Au cours de la bataille des Ardennes, lorsque les forces allemandes ont lancé leur dernière offensive majeure à l'ouest du 16 décembre 1944 au 25 janvier 1945,
Les unités M16 ont été reconnues pour avoir brisé de nombreuses attaques d'infanterie allemande simplement en traversant leurs 4 supports de canon à travers les formations attaquantes. L'expérience des forces allemandes tentant de tendre une embuscade au convoi de ravitaillement américain illustre pourquoi le calibre 50 est devenu si détesté. La doctrine allemande en matière d'embuscade de convoi prévoyait de laisser passer les véhicules de tête, puis de détruire les véhicules au milieu de la colonne pour créer un barrage routier, puis de détruire systématiquement le convoi piégé. Cette tactique avait fonctionné efficacement contre les lignes d'approvisionnement britanniques et soviétiques plus tôt dans la guerre. Contre les convois américains, la tactique échoua catastrophiquement. La doctrine américaine des convois a placé des véhicules armés de calibre 50 à intervalles réguliers dans toute la colonne. Lorsqu'une embuscade était déclenchée, les véhicules américains ripostaient immédiatement avec leur calibre 50, tandis que d'autres véhicules manœuvraient pour flanquer la position d'embuscade. Le volume des tirs de riposte était si intense que les équipes d'embuscade allemandes subissaient souvent des pertes plus lourdes que les convois qu'elles attaquaient. Les chefs de section allemands qui ont participé aux embuscades des convois pendant les combats en France ont décrit l'évolution des tactiques allemandes et leur échec final dans les interrogatoires d'après-guerre. Lors des premières embuscades, les forces allemandes ont positionné l'infanterie équipée de mitrailleuses et de Panzerhaste le long des routes. Les convois américains disposaient de véhicules équipés de mitrailleuses de calibre 50 répartis partout. Le volume des tirs de riposte des convois a été dévastateur. Les unités allemandes ont appris à tendre une embuscade uniquement aux véhicules isolés, jamais aux convois, mais les véhicules isolés étaient rares. Les Américains se sont déplacés en force précisément parce qu'ils savaient que les forces allemandes ne pouvaient pas attaquer efficacement leurs convois. Le schéma de tirs alternés utilisé par les convois américains était particulièrement efficace. Les véhicules se trouvant sur le côté droit de la route tiraient sur le flanc droit. Les véhicules sur la gauche tiraient à gauche. Cela a créé des champs de tir qui se croisaient et couvraient simultanément les deux côtés de la route. Les forces allemandes tentant de tendre une embuscade d'un côté se retrouveraient sous le feu, non seulement de ce côté du convoi, mais également du côté opposé. L'effet psychologique d'être sous le feu de plusieurs directions par des armes capables de pénétrer à l'abri et disposant de munitions apparemment illimitées rendait les embuscades réussies presque impossibles. Les unités logistiques américaines ont compris que la mitrailleuse de calibre 50 était leur principale défense. Les chauffeurs et les assistants conducteurs ont reçu une formation sur les armes. Les munitions ont été chargées en quantité dépassant largement les allocations officielles. Les commandants de convoi étaient autorisés à affronter toute menace suspectée par un tir immédiat et écrasant. Le résultat fut que, vers le milieu et la fin de 1944, les forces allemandes avaient largement renoncé à tenter d'interdire les lignes de ravitaillement américaines dans les zones où les forces américaines disposaient d'une supériorité aérienne et d'une puissance de combat au sol suffisante pour répondre aux attaques. Cela avait des implications stratégiques au-delà de la situation tactique immédiate. Les forces allemandes en France et plus tard en Allemagne même ne purent interrompre efficacement la logistique américaine. Les unités américaines pouvaient compter sur un réapprovisionnement régulier en munitions, carburant, nourriture et équipements. Cela signifiait que la planification tactique américaine pouvait supposer que la puissance de feu serait disponible en cas de besoin. La planification allemande, en revanche, devait tenir compte des pénuries chroniques de munitions et de carburant, ainsi que de la certitude que les fournitures qui arriveraient en retard et en quantités insuffisantes. La mitrailleuse de calibre 50 était à la fois une cause et un symptôme de la supériorité logistique américaine. C'était efficace parce que l'industrie américaine pouvait produire des munitions en grande quantité. Il a permis la poursuite des opérations car sa fiabilité signifiait que les munitions une fois livrées seraient utilisées efficacement. Les soldats allemands qui regardaient la nuit les tirs traceurs américains sur le champ de bataille ont compris qu'ils voyaient non seulement des dépenses en munitions, mais aussi la preuve visible d'une capacité industrielle qu'ils ne pouvaient pas égaler. La terreur aérienne a ajouté une autre dimension à la peur des Allemands face au calibre 50. Le Republic P-47 Thunderbolt, que les pilotes américains surnommaient le Jug, transportait 8 mitrailleuses Browning M2 dans ses ailes. Cela signifiait qu'un seul chasseur pouvait délivrer 4400 coups par minute de puissance de feu combinée lors des opérations de mitraillage. Les forces terrestres allemandes ont appris à reconnaître la forme distinctive du P-47 et le son qui précédait la mort. Un mitraillage effectué par une escadrille de 4 P-47 signifiait que des mitrailleuses de calibre 3250 convergeaient vers une zone cible. L'avion s'approchait à grande vitesse et à basse altitude, souvent avec un minimum d'avertissement. Les pilotes ouvraient le feu à des distances de 600 à 800 mètres et parcouraient les positions, les véhicules et les concentrations de troupes allemandes. L'effet a été décrit par les survivants comme une tempête de pluie horizontale de métal qui n'a rien laissé intact.
les sergents ravitailleurs allemands qui ont survécu à de multiples attaques de mitraillage lors de la retraite de Normandie en août 1944 ont décrit lors de leurs interrogatoires l'impuissance des troupes terrestres allemandes face à la puissance aérienne américaine. Vous entendez d'abord les moteurs. Au moment où vous levez les yeux, ils tirent déjà. Les balles frappent la route, les véhicules, les hommes, d'un seul coup. Il n'y a pas de couverture qui fonctionne. Les murs de pierre s'effondrent. Les arbres sont abattus. Le métal se déchire comme du papier. Vous pouvez être derrière un camion un instant et le camion disparaît l'instant d'après, juste des morceaux de métal et du feu. Les soldats ont appris à abandonner leur véhicule dès qu'ils entendaient des moteurs d'avion. Mieux vaut perdre le véhicule que le véhicule et l'équipage. Le PE-47 s'est révélé particulièrement efficace dans ce que les pilotes américains appelaient des missions de reconnaissance armée. Plutôt que de cibler des objectifs spécifiques, les vols patrouilleraient dans les secteurs assignés à la recherche de cibles d'opportunités. Tout véhicule allemand se déplaçant de jour risquait d'être attaqué, toute colonne de troupes, tout convoi de ravitaillement, toute position d'artillerie. Les mitrailleuses de calibre 850 donnaient aux pilotes suffisamment de munitions pour engager plusieurs cibles au cours d'un seul tir. Un pilote peut mitrailler un convoi, monter en altitude, repérer un peloton de chars allemands, plonger pour les attaquer, puis mitrailler un carrefour lors du vol de retour. La capacité des munitions, environ 425 cartouches par canon, soit un total de 3400 cartouches, suffisant pour un combat soutenu. Les forces allemandes se sont adaptées en se déplaçant principalement de nuit et par mauvais temps. Mais cette adaptation a eu un coût énorme en termes de rythme opérationnel et de logistique. Des fournitures qui auraient dû prendre des heures pour être expédiées en jours requis. Les renforts sont arrivés tard ou pas du tout. L'incapacité de la Luftwaffe à contester la supériorité aérienne américaine au milieu de 1944 signifiait que les forces terrestres allemandes opéraient sous la menace constante d'une attaque aérienne. Et l'arme principale qui représentait cette menace était la mitrailleuse de calibre 50. La combinaison de tir au sol et aérien de calibre 50 a créé un effet de suppression complet. Les unités allemandes ne pouvaient pas se déplacer en toute sécurité de jour en raison des attaques au mitraillage. Ils ne pouvaient pas se déplacer en toute sécurité la nuit car les forces terrestres américaines utilisaient la reconnaissance par le feu avec des véhicules de calibre 50 montés sur des véhicules pour interdire les routes et les sentiers. Ils ne pouvaient pas concentrer leurs forces pour des contre-attaques parce que la doctrine américaine exigeait l'engagement immédiat de toute formation allemande identifiée avec toute la puissance de feu disponible, y compris des mitrailleuses de calibre 50 pouvant tirer en continu pendant que d'autres armes étaient utilisées. C'est cette réalité qui a brisé l'efficacité du combat allemand à l'Ouest. Pas une seule bataille décisive, pas une arme miracle, mais le poids cumulé d'affronter un adversaire dont la mitrailleuse lourde de base était présente en quantité si écrasante et utilisée si abondamment que les réponses militaires traditionnelles sont devenues inutiles. Doctrine tactique allemande, entraînement allemand, esprit combatif allemand. Aucun de ces facteurs ne pouvait vaincre la simple réalité mathématique selon laquelle les forces américaines pouvaient déployer une puissance de feu supérieure en tout point du champ de bataille plus rapidement que les forces allemandes ne pouvaient réagir. Un bataillon d'infanterie allemand attaquant une position américaine pourrait faire face à des mitrailleuses de calibre 50 à 150, toutes tirant en continu, toutes approvisionnées en milliers de cartouches. La doctrine allemande exigeait une discipline de tir rigoureuse pour conserver les munitions. La doctrine américaine préconisait des tirs massifs pour supprimer l'ennemi et maintenir l'initiative. Lorsque ces deux philosophies se heurtent, la supériorité matérielle américaine s'avère décisive. Le combat urbain a révélé une autre dimension de l'efficacité du calibre 50. Alors que les forces américaines combattaient dans les villes françaises et allemandes, le calibre 50 s'est avéré inestimable pour supprimer les positions ennemies dans les bâtiments et pour détruire les structures fortifiées. Le projectile massif pourrait pénétrer plusieurs murs de construction européenne typiques. La maçonnerie qui arrêterait les tirs de fusils et de mitrailleuses offrait peu de protection contre les obus de calibre 50. Les commandants de chars américains ont rapidement appris à utiliser leur calibre 50 monté sur tourelles pour supprimer les fenêtres des étages supérieurs et les positions sur les toits avant de se déplacer dans les zones urbaines. La technique était simple mais terriblement efficace. Un char s'arrêtait au coin d'une rue et le commandant traversait le calibre 50 à travers les façades des bâtiments, tirant continuellement sur n'importe quelle position potentielle. Les tirs soutenus obligeraient les défenseurs allemands à se mettre à couvert, permettant à l'infanterie d'avancer. Le char avancerait alors et répéterait le processus à l'intersection suivante. Les équipes de Panzer allemandes, très efficaces en terrain découvert et particulièrement dangereuses en milieu urbain où elles pouvaient engager des blindés à courte distance,
se sont retrouvés incapables de fonctionner efficacement contre les tactiques interarmes américaines intégrant des tirs de suppression de calibre 50. Un opérateur de Panzerfaust devait s'exposer pour viser et tirer avec son arme. La doctrine américaine prévoyait un tir continu de calibre 50 sur toute position suspecte. Cette combinaison a rendu les attaques Panzerfaust réussies rares dans les situations où les forces américaines utilisaient une bonne coordination interarmes. Les commandants de compagnies allemandes qui combattirent les forces américaines dans le Rhin au cours des derniers mois de la guerre décrivèrent dans leur récit d'après-guerre l'impossibilité d'une défense efficace en terrain urbain contre les tactiques américaines. L'infanterie allemande se positionnerait dans les pièces des étages supérieurs avec de bons champs de tir. Les chars américains s'approcheraient et détruiraient les bâtiments avec des tirs de calibre 50 et des canons principaux de chars. Les obus de calibre 50 pénétreraient dans les murs et les plafonds. Il n'y avait aucun endroit sûr. Les soldats se cachaient derrière des meubles ou des murs intérieurs, et les balles les atteindraient de toute façon. La seule manière de survivre était d'abandonner les positions avant que les Américains ne concentrent leurs tirs sur elles. Mais abandonner ces positions signifiait perdre du terrain, et il n'y avait plus de terrain à perdre. L'impact psychologique des combats en terrain urbain contre un ennemi disposant de munitions illimitées de calibre 50 était profond. Les soldats allemands comprenaient intellectuellement que les murs et les bâtiments fournissaient une dissimulation mais pas une protection contre les tirs de calibre 50. Émotionnellement, le besoin humain de se réfugier derrière des objets solides était écrasant. Regarder des obus de calibre 50 percer un mur de pierre d'1 mètre d'épaisseur et continuer à travers plusieurs pièces ont détruit le confort psychologique que l'abri procurait normalement. Les soldats se sentaient exposés même lorsqu'ils étaient cachés, vulnérables même lorsqu'ils étaient protégés par ce qui serait normalement une couverture adéquate. Cette érosion psychologique était cumulative. Un soldat peut survivre à un engagement, puis à un autre, mais à chaque fois, regarder des tirs de calibre 50 détruire ce qui aurait dû être une couverture sûre. Finalement, le stress accumulé de savoir qu'aucune position n'était vraiment sûre, que les Américains pouvaient et voulaient détruire n'importe quelle position défensive par des tirs soutenus, a brisé l'efficacité du combat. Les unités abandonnaient leur position sans être directement attaquées, car elles savaient que la puissance de feu américaine finirait par rendre ces positions intenables. Les dernières campagnes en Allemagne démontrèrent la supériorité totale de la doctrine américaine en matière de puissance de feu. Les forces allemandes combattirent avec courage et habileté, remportant souvent des succès tactiques locaux contre des forces américaines numériquement supérieures. Mais le succès tactique ne signifiait rien lorsque les forces américaines pouvaient simplement masser leur puissance de feu et réduire les positions allemandes en ruine. La mitrailleuse de calibre 50 constituait la base de cette puissance de feu. Il était présent en quantité suffisante pour engager n'importe quelle cible. Il était suffisamment fiable pour tirer en continu pendant des heures. Il était fourni avec suffisamment de munitions pour que les commandants américains n'aient jamais besoin de rationner les tirs, et il était utilisé selon une doctrine qui valorisait la suppression et la destruction plutôt que la conservation et la précision. Les équipages de chars allemands ont appris à craindre le calibre 50 pour différentes raisons. Même si le M2 ne pouvait pas pénétrer le blindage frontal des chars moyens et lourds allemands, il pouvait endommager l'équipement optique, désactiver les rangements externes et supprimer l'infanterie qui l'accompagnait. Plus important encore, le calibre 50 pourrait pénétrer le blindage latéral et arrière plus fin de nombreux véhicules blindés allemands sur les champs de bataille. Les chasseurs de chars américains M10 transportaient une mitrailleuse M2HB de calibre 50 montée à l'arrière de la tourelle pour la défense anti-aérienne et la protection rapprochée de l'infanterie. L'analyse statistique des dépenses en munitions montre que les M10 ont tiré beaucoup plus d'obus explosifs que d'obus perforants, ce qui indique une utilisation intensive dans des rôles de soutien d'infanterie, où le calibre 50 s'est avéré essentiel pour ce que les équipages appelaient des opérations de nettoyage rapprochées. Une équipe de Panzer allemand pourrait neutraliser un char américain, pour ensuite être abattu par les tirs de calibre 50 des chasseurs de chars ou des véhicules de soutien d'infanterie qui l'accompagnaient avant de pouvoir s'échapper. Les combats de nuit ont introduit une autre terreur associée au calibre 50. Les munitions américaines utilisaient un ratio d'un obus traceur pour 4 obus. Cela signifiait qu'une balle sur 5 de calibre 50 visible par l'ennemi était un traceur lumineux qui marquait la trajectoire de l'éclatement. Les soldats allemands observant les tirs américains de calibre 50 la nuit pouvaient voir les traces se diriger vers eux. Des traînées de lumière qui semblaient se déplacer assez lentement pour être suivies visuellement, mais qui arrivaient avec une vitesse et une force dévastatrices. L'effet psychologique a été profond. Les soldats voyaient la mort approcher. Ils pouvaient observer les traceurs converger vers leur position. Ils savaient que pour chaque traceur qu'ils voyaient, 4 obus supplémentaires volaient sur la même trajectoire.
L'instinct humain de se baisser ou d'esquiver était inutile car au moment où un soldat apercevait le traceur, les balles étaient déjà arrivées. Les anciens combattants ont appris à ne pas observer les traceurs, mais les nouveaux remplaçants se concentraient sur eux, hypnotisés par le spectacle de lumière mortelle, gelant souvent à l'air libre jusqu'à ce que le feu les trouve. Les forces américaines ont délibérément exploité cet effet psychologique. La reconnaissance par le feu la nuit signifiait envoyer des flux de tirs de calibre 50 chargés de traceurs sur les positions suspectes. L'effet visuel était écrasant. Des secteurs entiers s'éclairaient avec des flux croisés de traceurs. Le bruit des tirs combiné à l'impact visuel a créé un environnement que les soldats allemands ont décrit comme infernal. Les chefs d'escouade d'infanterie allemande capturés près d'Arcan en octobre 1944 ont décrit leur expérience lors de leurs interrogatoires. La nuit, vous pouvez les voir tirer même s'ils ne vous voient pas. Ils tirent sur des sons, sur des mouvements, sur rien. Les traces vous montrent d'où vient la mort et vous ne pouvez pas y échapper. Vous observez les jets de feu et savez que derrière chaque traceur se trouvent 4 balles supplémentaires. Vous calculez qu'un coup de feu pendant 10 secondes envoie 50 balles vers vous et que 10 seulement sont des traceurs. Vous voyez 10 rayons de lumière et il n'y a plus 40 obus supplémentaires dans l'air. Puis on se rend compte qu'il n'y a pas un mais 5 ou 10 coups de feu. Les mathématiques sont terrifiantes. Vous ne pouvez pas survivre à ce volume de feu par votre habileté ou votre courage. Vous survivez grâce à la seule chance. Les Allemands possédaient leurs propres munitions traçantes, mais leur doctrine de discipline du tir signifiait que les traceurs étaient utilisés avec parcimonie. Un équipage de mitrailleuses allemandes pourrait tirer une rafale avec des traceurs pour vérifier leur point de visée, puis passer aux munitions à billes pour économiser les cartouches traçantes les plus coûteuses. Les équipages américains ont tiré sur M-courroie fixe en continu. L'effet visuel de la puissance de feu américaine de nuit était donc bien plus impressionnant que celui de son équivalent allemand, même lorsque les armes allemandes avaient des cadences de tir plus élevées. Cette domination visuelle a eu des effets pratiques au-delà de l'intimidation. Les commandants américains pouvaient observer leur propre tir et l'ajuster en temps réel. Si les traceurs n'atteignaient pas leur cible, le tireur pouvait le voir et corriger immédiatement. Les tirs de riposte allemands étaient plus difficiles à observer car ils tiraient moins de traces. Les unités américaines disposaient donc d'un meilleur retour en temps réel sur l'efficacité de leurs tirs, leur permettant d'ajuster et de concentrer leurs tirs plus efficacement que les forces allemandes ne pourraient le faire avec leur utilisation plus conservatrice de munitions traçantes. Les Allemands ont tenté de développer des contre-mesures. Ils ont tenté d'utiliser les blindés de manière plus agressive pour se rapprocher des positions américaines avant que les tirs de calibre 50 ne deviennent écrasantes. Cela fonctionnait rarement car l'artillerie et le soutien aérien américain engageaient les blindés allemands à de plus longues distances, obligeant les Allemands à combattre exactement aux distances où les tirs de calibre 50 étaient les plus efficaces. Ils ont essayé des tactiques d'infiltration, se déplaçant de nuit et par mauvais temps lorsque l'observation américaine était limitée. Mais la logistique américaine signifiait que des munitions de calibre 50 étaient toujours disponibles et la doctrine américaine encourageait le tir sur toute position suspecte, que les cibles soient ou non confirmées. 25 juillet 1944, Opération Cobra. La percée américaine de Normandie a commencé avec 3300 tonnes de bombes larguées par 1800 bombardiers lourds sur les positions allemandes près de Senlo. Le général-major Fritz Benn commandait la division Panzer, l'une des formations d'élite allemandes défendant le secteur. Après la guerre, Balin a écrit de nombreux manuscrits pour la division historique de l'armée américaine, analysant la campagne. Son évaluation de la puissance de feu américaine était clinique et dévastatrice. Il a écrit qu'au moment où sa division s'est retirée du secteur de Saint-Lô, elle avait été décimée non pas principalement par les bombardements ou l'artillerie, bien que ces facteurs soient importants, mais par l'effet cumulatif des tirs constants d'armes légères qui empêchaient ses forces de manœuvrer efficacement. Les mitrailleuses américaines de calibre 50 montées sur chaque véhicule signifiaient que ces troupes ne pouvaient pas se déplacer pour répondre aux avancées américaines sans être immédiatement engagées. Sa conclusion était que les Américains avaient résolu le problème fondamental de la guerre moderne. Ils avaient trouvé un moyen de projeter une puissance de feu supérieure sans nécessiter un entraînement ou des tactiques supérieures. Berlin promu lutin général le 20 juillet 1944 participa à la bataille des Ardennes Tikisme II et se rendit finalement en avril 1945. Ses écrits d'après-guerre deviendront des sources majeures pour comprendre les perspectives allemandes sur les méthodes de combat américaines. Il a souligné à plusieurs reprises que la mitrailleuse de calibre 50, utilisée par des soldats ayant une formation spécialisée minimale et équipée de grandes quantités de munitions, créait une puissance de feu de base que les forces allemandes ne pouvaient égaler avec leurs armes plus sophistiquées et leurs équipages mieux entraînés. L'hiver 1944 marque la bataille des Ardennes, la dernière grande offensive allemande à l'ouest.
Les forces allemandes ont réalisé une surprise tactique complète et un premier succès. Au cours des premiers jours, il semblait possible que les blindés allemands puissent pénétrer jusqu'à la rivière Meuse et diviser les armées alliées. Puis la logistique américaine a repris le dessus, et avec elle la mitrailleuse de calibre 50. Les unités américaines précipitées vers les Ardennes transportaient leur chargement standard de munitions et d'équipements. Cela signifiait que même des positions défensives ad hoc pouvaient exercer des volumes dévastateurs de tirs de calibre 50 sur les attaques allemandes. La bataille s'est transformée en exactement le genre de lutte d'usure acharnée qui a favorisé la supériorité matérielle américaine. À Baston, les forces américaines encerclées ont utilisé leurs mitrailleuses de calibre 50 avec un effet dévastateur contre les attaques de l'infanterie allemande. Les canons fonctionnaient de manière fiable malgré des températures bien inférieures à zéro, la boue, la neige et le chaos général d'un combat soutenu. Les forces allemandes ont commis une erreur critique dans la planification de l'offensive des Ardennes. Ils pensaient que le mauvais temps immobiliserait la puissance aérienne américaine et réduirait l'efficacité de la supériorité américaine en matière de tir. Ils avaient à moitié raison. Les conditions météorologiques limitèrent initialement les opérations aériennes, mais les planificateurs allemands n'avaient pas pris en compte le fait que les mitrailleuses au sol de calibre 50 n'étaient pas affectées par les conditions météorologiques et que la logistique américaine pouvait supporter les dépenses en munitions à des taux que les Allemands trouvaient incompréhensibles. Le général d'Urfalam Trupp Alfredsch le commanda la première armée de parachutistes de novembre 1944 à mars 1945 lorsqu'il fut blessé lors de l'opération Véritable. L'assaut de la première armée canadienne sur le Rhin. Schlehem avait la tâche peu enviable de se défendre contre les offensives alliées avec des ressources de plus en plus limitées et une qualité de troupes en déclin. Son analyse d'après-guerre, comme les biolines, s'est concentrée sur l'impact psychologique cumulatif de la puissance de feu américaine. Schlehem a noté qu'au début de 1945, les soldats allemands avaient appris à reconnaître le bruit des tirs américains de calibre 50 à grande distance. Le fait de savoir que n'importe quelle position pouvait être prise par ces armes, que n'importe quel mouvement pouvait provoquer un tir immédiat et que les forces allemandes ne disposaient d'aucune contre-attaque efficace, a créé ce qu'il a appelé une mentalité défensive qui a rendu les opérations offensives presque impossibles. Ces forces ont réussi à évacuer à travers le Rhin avant la poussée finale des Alliés, mais il a attribué ces pertes principalement à l'attrition constante causée par les tirs de mitrailleuses lourdes américaines pendant la retraite. Les spécifications techniques du M2 Browning contribuent à expliquer son efficacité. L'arme pesait 84 livres sans trépied, 128 livres avec le support de trépied M3. Cela le rendait lourd, mais pas impossible pour une arme servie par un équipage. La portée effective de 1830 man pouvait engager des cibles bien au-delà de la portée des fusils et mitrailleuses légères allemands. La cadence de tir comprise entre 450 et 575 coups par minute était plus lente que celle de la MG42 allemande, mais des cadences de tir plus rapides ne signifiaient rien lorsque les équipages allemands disposaient de munitions limitées. La cartouche de mitrailleuse Browning de calibre 50 tirée par le M2 avait des spécifications qui la rendaient efficace contre un large éventail de cibles. La balle standard M33 a atteint une vitesse initiale de 2910 pieds par personne. Les variantes perforantes pouvaient pénétrer 19 mm de blindage à 500 m. L'obus incendiaire perforant M8 API pénétrait 16 mm à 500 mètres et enflammait du carburant ou des munitions lors de la pénétration. La variante M20 API avec son élément traceur a pénétré 21 mm à la même distance. Cela signifiait que même si le calibre 50 ne pouvait pas vaincre le blindage frontal d'un char Tigre ou Panther, il pouvait pénétrer le blindage des half-track, des voitures blindées et le blindage latéral et arrière de nombreux véhicules blindés allemands. Plus important encore, il pouvait détruire les moteurs des camions, percer les réservoirs de carburant, désactiver les pièces d'artillerie et supprimer l'infanterie à des distances où les tirs de riposte étaient inefficaces. La fiabilité du M2 découle de sa conception. John Browning avait commencé le développement en juillet 1917, pendant la Première Guerre mondiale. La mitrailleuse M1921 refroidie à l'eau de calibre 50, pesant 121 livres avec sa chemise d'eau, est entrée en service mais s'est avérée trop lourde pour la guerre mobile. La version M2 refroidie par air adoptée en 1933 éliminait le système de refroidissement par eau et réduisait le poids tout en conservant la fiabilité. Les principes de fonctionnement de base de l'arme étaient simples, robustes et éprouvés. Les fabricants américains, dont AC Sparkplug, Frigidaire, Guidelamp et Colt, ont produit près de 2 millions de mitrailleuses de calibre 50 de tout modèle pendant les années de guerre. La production du M2HB, la version à canon lourd capable de supporter des périodes de tir plus longues, a atteint environ 350 000 unités au total dans tous les services et théâtres.
Cette échelle de production signifiait que les forces américaines ne manquaient jamais d'armes de remplacement ou de pièces de rechange. Les Allemands comprenaient intellectuellement à quoi ils étaient confrontés. Leurs propres armes étaient, à bien des égards, plus sophistiquées. Les MG-34 et MG-42 étaient mieux adaptés au rôle d'armes automatiques d'escouade. La mitrailleuse d'avion allemande MG-131 de 13 mm avait une cadence de tir plus élevée, soit 900 coups par minute. Les canons d'avion allemands de 20 mm et 30 mm étaient plus destructeurs par coup que n'importe quelle mitrailleuse. Mais la sophistication ne signifiait rien face à l'écrasante supériorité matérielle. Les Américains avaient construit une arme suffisamment performante pour remplir chaque rôle qu'elle devait remplir et l'avaient produite en quantité permettant un emploi universel. Chaque bombardier américain transportait 13 M2. Chaque chasseur comme le P-47 Thunderbolt transportait 8 M2. Chaque véhicule de combat américain en transportait au moins. Les compagnies d'infanterie américaines disposaient de sections organiques de mitrailleuses lourdes de calibre 50. Les unités anti-aériennes américaines pourraient réutiliser leur support quadruple M16 pour le combat au sol. L'arme était partout, toujours disponible, toujours dotée de munitions suffisantes, et elle fonctionnait chaque fois qu'on en avait besoin. L'impact psychologique sur les forces allemandes fut cumulatif et dévastateur. Les soldats individuels peuvent survivre à des tirs de calibre 50. Les unités pourraient mener à bien des missions tactiques malgré la supériorité de la puissance de feu américaine. Mais au fil des semaines et des mois de combat, le fait de savoir constamment que les Américains pouvaient lancer un feu écrasant sur n'importe quelle cible à tout moment avec des armes fonctionnant de manière fiable dans toutes les conditions a épuisé l'efficacité du combat allemand, tout comme les pertes humaines et matérielles. Il ne s'agissait pas d'une lâcheté de la part des soldats allemands. Il s'agissait de troupes vétérans qui avaient combattu à travers l'Europe et l'Afrique du Nord. Beaucoup avaient été confrontés à des attaques soviétiques sur le front de l'Est, mais l'approche américaine de la guerre avait quelque chose de particulièrement démoralisant. Les Soviétiques pourraient masser des vagues humaines et de l'artillerie. Les Britanniques pourraient faire preuve d'excellence tactique et de coordination. Les Américains ont simplement déployé d'énormes ressources matérielles et ont tiré jusqu'à ce que la résistance s'effondre. Les officiers allemands avaient de plus en plus de mal à motiver leurs hommes à attaque alors qu'ils savaient que les tirs américains de calibre 50 répondraient à toute avance. L'infanterie allemande est devenue réticente à manœuvrer de jour. Les véhicules allemands se sont regroupés à couvert plutôt que d'avancer. L'initiative tactique a été définitivement transférée aux Américains, non pas en raison de tactiques supérieures ou d'un meilleur entraînement, mais parce que la doctrine américaine, fondée sur des munitions illimitées et des armes fiables, a rendu la doctrine allemande obsolète. La haine des soldats allemands exprimée pour le calibre 50 était le ressentiment des artisans face à la production de masse, des guerriers qualifiés face à la guerre industrielle. Le calibre 50 représentait tout ce que les Allemands trouvaient étranger dans la guerre américaine, la dépense occasionnelle de munitions, le recours à la supériorité matérielle plutôt qu'à une compétence supérieure, la volonté de détruire plutôt que de capturer ou de contourner. Ce n'étaient pas là les méthodes des soldats au sens européen traditionnel du terme. Telles étaient les méthodes d'une puissance industrielle qui avait calculé que les dépenses matérielles étaient moins coûteuses que les pertes humaines et plus efficaces que l'élégance tactique. Après la guerre, les historiens militaires allemands et les anciens officiers ont fourni des évaluations cohérentes. La mitrailleuse américaine de calibre 50 n'était pas l'arme la plus sophistiquée de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était pas le tir le plus rapide, ni le plus précis, ni le plus léger, ni le plus polyvalent. C'était tout simplement le plus efficace car il combinait fiabilité, omniprésence et soutien logistique écrasant. L'arme elle-même n'était qu'une partie de l'équation. Le système qui l'a produit par millions, lui a fourni des milliards de cartouches et l'a utilisé, selon une doctrine qui acceptait la dépense matérielle, comme prix de la victoire. C'est ce système qui a vaincu l'Allemagne. L'héritage du M2 Browning peut être mesuré à l'aune de son service continu. 80 ans après son entrée en production, cette arme reste activement utilisée par l'armée américaine et les forces armées du monde entier. Il a empêché ainsi de survivre à tous les systèmes d'armes qui s'y sont opposés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a servi dans tous les conflits américains depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Cette longévité reflète la solidité fondamentale de la conception et l'efficacité de la philosophie militaire américaine qu'elle incarne. Les implications stratégiques plus larges ne sont devenues claires que rétrospectivement. La planification militaire allemande avait supposé qu'un entraînement supérieur et une excellence tactique pouvaient compenser les avantages numériques américains. Cette hypothèse s'est révélée catastrophiquement fausse.
La mitrailleuse de calibre 50 a démontré que des armes adéquates produites en quantités écrasantes et fournies sans restriction l'emportaient sur les armes sophistiquées produites en nombre limité et fournies avec parcimonie. Les commandants de chars allemands qui avaient vaincu les blindés soviétiques grâce à des tactiques supérieures se sont retrouvés incapables de manœuvrer contre des équipes interarmes américaines comprenant plusieurs mitrailleuses de calibre 50. L'infanterie allemande qui maîtrisait les subtilités tactiques du MG42 trouvait son expertise inutile lorsque les forces américaines pouvaient simplement saturer les positions défensives avec un tir soutenu de calibre 50. Les pilotes allemands qui avaient perfectionné leurs compétences contre la RAF se sont retrouvés déchiquetés par les tirs défensifs de formation de bombardiers qui privilégiaient le volume plutôt que la précision. La leçon était universelle et impitoyable. Dans la guerre industrielle, le camp qui peut supporter des dépenses matérielles plus élevées l'emportera, quelles que soient les disparités en matière de compétences tactiques. Les Allemands avaient adopté une approche artisanale dans une guerre de production de masse. Ils avaient optimisé leur efficacité lorsque la situation exigeait une force écrasante. Ils avaient conservé des munitions alors que leurs adversaires pouvaient se permettre de les dépenser librement. Ce que les soldats allemands ont appris au cours d'une expérience amère, c'est que la guerre industrielle moderne ne récompense pas l'intelligence tactique ou un entraînement supérieur, mais la capacité de supporter des dépenses matérielles écrasantes. La mitrailleuse M2 Browning de calibre 50 est devenue le symbole et l'instrument de cette leçon. Les forces allemandes ont apporté sur le champ de bataille leurs compétences, leur doctrine et leur détermination. Les forces américaines ont apporté un système industriel capable de produire et de fournir des mitrailleuses lourdes en quantité telle que la résistance était mathématiquement futile. Lorsque ces deux approches de la guerre se sont heurtées, l'issue n'a jamais vraiment été mise en doute.